Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1. Nous nous intéressons aujourd'hui à la prise en charge psychosociale de l'ulcère de Burili, troisième maladie mycobactérienne derrière la tuberculose et la lèpre. Qu'est-ce que la prise en charge psychosociale ? Quelle est sa place dans la prise en charge globale des patients de l'ulcère de Burili? Et est-ce qu'elle contribue significativement à leur bien-être? Des réponses à tous ces questionnements avec vous, docteur Kofi Yao Didier. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes médecin de santé publique, option politique nutritionnelle, expert pour l'Organisation mondiale de la santé pour les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, et vous êtes responsable de la prise en charge des malades au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout, vous faites également de la recherche, docteur Kofi. Effectivement, je fais également de la recherche. Je suis chercheur associé au niveau du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, où nous travaillons à essayer de lucider un peu les différents aspects qui tournent autour des maladies tropicales négligées. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Également avec nous, Madame Tano Akwajan-Jérôme, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé. Bonjour, madame. Bonjour, M. Kwaku. Alors, vous êtes assistante sociale, toujours au programme national de lutte contre l'ulcère de Burili de Côte d'Ivoire, et vous êtes la seule en charge du service social auprès du personnel et des malades de l'ulcère de Burili. Exactement, M. Kwaku. Depuis l'année 2008, j'ai été affectée au programme, donc la première et jusqu'à présent la seule en charge de tous les patients de l'ulcère de Burili au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, de toute la Côte d'Ivoire. Hein? De toute la Côte d'Ivoire, puisque je suis la seule affectée au niveau du programme national. D'accord. Donc voilà, la grande tâche qui me Wow. J'imagine que c'est une tâche exaltante. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous dire ce qui est fait sur le plan psychosocial donc pour les patients souffrant donc de l'ulcère de Burili. Mais je voudrais d'abord qu'on fasse un peu l'état des lieux de la prise en charge de l'ulcère de Burili en Côte d'Ivoire. Quelle est aujourd'hui la situation épidémiologique? Est-ce qu'il y a de nouveaux traitements? Et puis, est-ce qu'on a plus de prise en charge, de centres de prise en charge, docteur Kofi? Merci, M. Kwaku. Je dirais qu'à ce jour, au niveau épidémiologique, en Côte d'Ivoire, l'ulcère de Burili est endémique dans 35 districts sur les 113 que connaît la Côte d'Ivoire. Certains districts sont de plus en plus endémiques, quand d'autres sont plus silencieux. Le nombre de cas, effectivement, a baissé en termes de notification et de dépistage. D'accord. Mais nous sommes vraiment loin de gagner la bataille parce que cette maladie est causée par des facteurs environnementaux qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisés. On ne connaît jusqu'à pas présent actuellement comment se fait la transmission en tant que telle à l'homme. Et vous continuez les recherches là-dessus? Les recherches continuent. D'accord. Notre mission première, ce qui nous est dévolu en Côte d'Ivoire et par l'OMS, c'est de dépister précocement ceux qui ont la maladie et de les prendre en charge rapidement pour éviter les grandes ulcérations que nous connaissons, mais surtout les incapacités physiques qui naissent à l'issue de ces ulcérations que portent les patients. D'accord. Alors, j'ai parlé donc de l'avancée des traitements. Est-ce qu'on a... Le traitement, il est bon. Jusqu'en 2006, où moi je commençais la prise en charge de l'ulcère Burili, le traitement était purement chirurgical. Tout patient de l'ulcère Burili que nous recevions est passé automatiquement pour la chirurgie. Mais depuis 2006, grâce aux recherches, nous avons mis en place un traitement antibiotique qui comporte 2 molécules qui sont données à tout patient. Que ce soit un patient qui vient pour la forme de début de la maladie, un patient qui vient avec des ulcérations ou un patient au stade de complications, et tous bénéficient de l'antibiotique qui est très efficace et qui a permis de réduire au maximum les patients qui passent en chirurgie. Certains patients même guérissent spontanément sous traitement antibiotique. Pas besoin de faire de la chirurgie. Le traitement il est efficace. C'est ce qui est en vigueur jusqu'à maintenant et qui marche très bien pour les patients. Et est-ce qu'on a assez de centres aujourd'hui de prise en charge? En principe, tous les centres de santé de la Côte d'Ivoire où l'ulcère de Burili endémique sont des centres de prise en charge. Ah bon? Oui. Ça veut dire qu'on va jusqu'au niveau périphérique. L'objectif, c'est de rapprocher les soins des communautés affectées.
pas qu'il soit obligé de se déplacer de son village là où il est, où il a contracté la maladie, jusqu'à Abidjan. Dans le temps, on avait des centres dédiés à la lutte. Ces centres sont là. Mais c'est des centres qui sont devenus aujourd'hui des hôpitaux spécialisés pour la prise en charge des cas compliqués de l'ulcère pylorique. Donc là-bas, ils ont tout. Ils font la chirurgie, ils font la prise en charge nutritionnelle, ils font la rééducation, ils font également les soins. Et ne vont dans ces centres que les patients qui sont au stade compliqué. Ça veut dire patients qui ne peuvent pas être pris en charge par un centre de santé en périphérie, par l'infirmier seul, le centre de santé, il ne pourra pas. Ces patients ont besoin de beaucoup plus de moyens, donc on les affecte dans ces hôpitaux spécialisés. Alors, ils sont 8. D'accord. Il y a l'hôpital général de Tabo, l'hôpital général de Djekano, le CHR de Divo, et puis il y a le CHR bientôt de San Pedro qui est en réhabilitation pour le centre de Sabiroli. Ça, c'est les centres au niveau du système public. On en a dans le système privé. Il y a l'hôpital spécialisé de Kongwanou à Yamoussoukro, l'hôpital Jean-Baptiste Vatelo à Bouaké, l'hôpital des Sœurs de Sekassou, et puis le plus ancien, le plus grand d'ailleurs, l'hôpital Saint-Michel qui est à Zoukoube. Voici les hôpitaux spécialisés dans la prise en charge des cas compliqués de Sabiroli, pas seulement, mais également des autres maladies tropicales négligées, cutanées, compliquées, parce que tout maintenant se fait en intégration. Alors nous avons décidé donc de mettre un peu l'accent sur la prise en charge psychosociale. Depuis quand est-ce qu'on parle de prise en charge psychosociale dans la prise en charge des malades patients de l'ulcère de Buruli? Je dirais que depuis les années 2010, parce que l'État offre tout, offre les soins, offre les médicaments. Mais on a constaté que malgré tout ça, les patients étaient réticents à venir, parce qu'on ne couvrait pas tous les domaines. Ce qu'aujourd'hui l'OMS appelle le mental health, la santé mentale, psychosociale, était un aspect, un point assez important. Il a fallu qu'on y mette des personnes dédiées, notamment la sœur Tano Jean-Jérôme, qui est assistante sociale et qui s'occupe de ce volet. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là à prendre en charge, donc, je veux dire, sur le plan psychosocial, ces patients atteints d'une maladie quand même assez grave? Merci, M. Kouakou. Effectivement, c'est en 2008, comme je l'ai dit, que j'ai été affectée, mais c'est à la découverte de cette maladie au cours d'une session où le directeur d'antan était l'animateur principal, mais quand il a fini de parler, j'étais en instance d'affectation. Je me suis approchée de lui, j'ai dit, mais est-ce possible vraiment d'intégrer ce programme? Parce que j'étais déjà à Yamoussoukro dans un centre avec des sœurs qui était une zone endémique. Comment pouvoir aider ces patients de façon concrète? La demande a été vraiment acceptée et il a fait tout ce qu'il pouvait pour que je sois affectée au niveau du programme de lutte contre l'ulcère de Buruli. Et donc depuis février 2008, je suis dans ce programme en train de lutter auprès des médecins. Quand je dis bien médecins, puisque ce sont eux qui sont en première ligne, mais auprès de tout le personnel, parce que c'est beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette lutte. Donc, auprès de comment les aider eux-mêmes à pouvoir tenir, parce que c'est quand tu es bien que tu peux apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc, comment les aider eux-mêmes à être bien. Et maintenant, au niveau des malades, là, c'est le contact direct avec eux. Alors, je me dis, pourquoi est-ce que c'est vous qu'on a choisi? Est-ce que c'est parce que vous aviez des aptitudes pour ces malades-là, pour cette maladie, celle de Buruli? D'abord, en tant qu'assistante sociale. D'accord. En tant qu'assistante sociale, une formation bien faite au niveau de l'INFES, donc avec les aptitudes effectivement qu'il faut pour assurer le service social. D'accord, puisque là on parle de service social, d'assistante psychosociale. C'est déjà la compétence qu'il y avait. En dehors de la personne, mais il faut avoir la compétence pour assurer la responsabilité qui vous incombe. Donc c'était d'abord la compétence en tant qu'assistante sociale, bien formée, bien accomplie. D'accord. Et alors, en quoi va consister donc cette prise en charge psychosociale des malades de l'ulcère de Buruli? Merci, M. Kouakou. La prise en charge, comme on le dit, psychosociale, donc c'est deux volets. D'abord psychologique. Donc ce volet psychologique, c'est comment aider le patient à travers l'écoute et l'accompagnement, apporter du réconfort au patient, apporter un soutien moral au patient. Et la prise en charge, c'est déjà à partir de l'annonce même de la maladie. Pendant la prise en charge médicale et après guérison.
C'est-à-dire quand la maladie est annoncée, comment le malade accueille? Comment l'aider à accueillir, à accepter le diagnostic qui est posé? Donc, quand il a accepté, alors il faut faire un travail de fond pour qu'il accepte même de venir à l'hôpital, de se faire soigner. Parce que ça prend du temps. Ça va demander de mobiliser non seulement la personne qui est malade, mais quelqu'un d'autre bien valide, peut-être la seule personne même qui travaille bien dans la famille, qui soutient toute la famille, pour venir rester auprès du patient pendant tout le temps d'hospitalisation. Minimum 2 mois, 3 mois, voire plus d'1 an. Ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, ça prend extrêmement de temps. Wow. Donc, si vous n'avez pas préparé la personne à accepter la situation, c'est difficile. Par moment, il est tenté de vouloir repartir à la maison et ça, on en rencontre très souvent. Et donc, pendant le traitement, on est là à les encourager, à les soutenir. Et quand ils sortent, pour ceux qui ont passé plus de temps à l'hôpital, comment les préparer à retourner dans leur famille? Parce qu'ils ont été coupés de tout. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la communauté, de la société en général. Donc c'est toute une préparation. On en rencontre des gens qui sont guéris, mais qui ont peur de retourner en famille parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont retrouver dans leur famille. Donc c'est toutes ces préparations. Donc, du point de vue psychologique, c'est vraiment ce travail de fond-là que nous faisons. Mais le social intervient. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Bien sûr. Il est là à l'hôpital, puisque les centres publics que le médecin a cités, les centres publics ne font vraiment pas de prise en charge au niveau nutritionnel. Donc il arrive, comment l'aider à se nourrir? Et on sait qu'il y a une importance, il va bien vous préciser en tant que nutritionniste, un lien entre une bonne nutrition et les médicaments qui permettent d'accélérer la guérison. Donc, comment aider ces patients qui n'ont vraiment pas les moyens de pouvoir se nourrir? Ils arrivent, ils doivent entretenir le matériel qu'ils viennent avec. Les bandes, ils doivent les laver tous les jours. Même leurs habits et autres qu'ils arrivent. Donc, il faut leur trouver ce qu'il faut. C'est-à-dire les produits de première nécessité, du savon, omo, des javel, des détergents, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent entretenir le matériel. Et ça, on lutte dans ce sens pour les aider à trouver. Il y a des patients, parce que quand on veut faire le point, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par cette maladie. Donc, ils sont obligés d'arrêter les études pour venir se faire soigner. Mais quand il est guéri, comment il reprend le parcours scolaire? Pour celui qui a dépassé l'âge d'être scolarisé, comment l'aider à pouvoir apprendre un métier pour se réinsérer? Donc, il y a le soutien scolaire. Pour celui qui est encore à l'école, au niveau même du centre, pendant qu'il est hospitalisé, on organise des cours de soutien, de mise à niveau scolaire. Donc, ça, déjà pendant l'hospitalisation, on fait tout pour que cet enfant-là puisse maintenir cet esprit, pour dire qu'il est encore élève. Quand il sort, tout n'est pas perdu, il peut encore reprendre les cours. Wow. Et ceux qui, bien sûr, ça, ce n'est pas seulement propre aux malades, mais il y en a qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Enfin, pour les centropétaires, comme on le dirait dans le langage ivoirien. Donc, s'il doit reprendre l'école, comment l'aider à avoir un extrait de naissance? D'accord. Et des activités récréatives. Et ça, c'est surtout dans les périodes de fête, surtout à Noël. Des enfants qui sont à l'hôpital hospitalisés, comment leur donner un peu de joie. Et même les grandes personnes. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'organiser au maximum. Il y avait vraiment nécessité, hein, Dr Kofi, ce volet. Effectivement, je dirais que la nécessité s'imposait. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le seuil de malnutrition chronique est au-delà du seuil de l'OMS. L'OMS fixe à 20%, nous sommes autour de 30%. Et tous ces patients dont nous parlons viennent quasiment malnutris. Pourquoi? Parce qu'ils ont le premier réflexe d'aller voir les guérisseurs traditionnels, qui eux, dans leur manière de traiter, leur imposent parfois des restrictions alimentaires. Vous ne mangez pas la viande rouge, vous ne mangez pas la sauce graine, vous ne mangez pas les fruits rouges comme la papaye, la mangue, l'ananas et autres, parce que c'est assimilé à la plaie. Pourtant, ces aliments que je viens de citer et bien d'autres sont pourvus de nutriments nécessaires à la cicatrisation. Ça aide l'organisme à produire de la peau, à faire cicatriser plus vite. Quand vous privez ces patients qui ont besoin d'une bonne alimentation, ils auront du mal à guérir. Donc, il nous arrive tous
quasiment malnutris. Pourtant, dans notre système sanitaire, au niveau des hôpitaux où on a ces malades, il n'y a pas une prise en charge nutritionnelle qui est donnée. D'accord. Comment faisons-nous? C'est-à-dire, on tombe dans un cercle vicieux. On essaie de remplir un seau qui est percé. On n'y arrivera jamais. Donc, fort heureusement, donc, vous mettez en route ce volet prise en charge sociale, prise en charge psychosociale. Pour aider à combler les déficits. Alors, on voit que le docteur Kofi l'a dit, il y a beaucoup de centres. Comment est-ce que vous organisez pour être présent partout, pour apporter assistance à ces malades? Merci, M. Kwaku. Effectivement, comment une seule personne peut se retrouver dans plusieurs centres? On a essayé de s'appuyer sur le personnel déjà présent dans les centres. Donc, un temps de formation a été accordé, c'est-à-dire des points focaux ont été choisis et formés à la prise en charge. En attendant que l'État de Côte d'Ivoire puisse nous affecter des assistants sociaux dans tous les centres. Donc, il y a déjà au niveau du personnel, il y a au moins 2 personnes choisies par centre qui ont été vraiment initiées à cette prise en charge psychosociale. Donc, c'est sur eux vraiment que je m'appuie pour pouvoir faire cette prise en charge. Et donc, au niveau de la coordination, c'est-à-dire dans l'année, je parcours au moins 4 fois tous les centres. Waouh! Au moins 4 fois tous les centres. 4 fois. Oui, au moins 4 fois. Donc, quand je quitte Abidjan, c'est vraiment le parcours de tous les centres pour superviser l'activité qui se fait au niveau de chaque centre, avec les points focaux. Et quand j'arrive, en tout cas leur présence, ils jouent pleinement. C'est vrai qu'ils ne sont pas des assistants sociaux pleinement formés, mais pour le peu qu'ils ont reçu, avec l'amour qu'ils ont pour les malades, en tout cas je tiens à les féliciter. Ils font vraiment le travail sur le terrain. Est-ce que vous avez quelquefois des difficultés dans la réalisation de cette mission, j'allais dire, exaltante? Bien sûr, les difficultés sont toujours inhérentes à toute activité. D'abord, le personnel, c'est vrai qu'ils ont l'amour de le faire, mais quels sont les moyens mis à leur disposition pour pouvoir le faire? Les problèmes sont là décelés, mais on dit bien nutrition, mais le programme ne donne pas, parce qu'on n'en a pas. Donc, où trouver les aliments qu'il faut pour pouvoir donner à ces patients? Et même pour se déplacer, normalement, 1 fois par mois, on aurait pu tourner dans les centres, puisqu'il n'y a pas d'autres assistants sociaux dans les centres. Mais même pour le déplacement, c'est tout un souci. L'État de Côte d'Ivoire, avec le budget que le programme a, ne permet pas de se déplacer tout aisément. Il faut bien solliciter les personnes pour pouvoir se déplacer, pour aller trouver ces malades. Non, les difficultés, il y en a. Alors, Dr Kofi, vous n'avez pas de partenaire, parce que là, on se rend compte que c'est un volet très important pour le bien-être de vos patients. Vous n'avez pas de partenaire qui vous accompagne? Si, bien sûr. Heureusement, nous avons différents partenaires qui nous appuient. Le principal, c'est l'OMS, comme on l'a dit. Il y a également la Fondation ANESVAD qui nous appuie énormément pour la prise en charge des malades. Et aussi la Fondation Raoul Folero qui nous appuie également, et notamment même qui nous appuie pour la prise en charge psychosociale, qui permet de financer plus ou moins en partie, qui ne couvre pas entièrement, parce que la tâche est énorme, qui couvre en partie une partie du budget de Certano pour lui permettre de pouvoir ravitailler le malade. C'est en cela qu'elle soutient certains malades de l'hôpital général de Tabo, du CHR de Divo, de l'hôpital de Djekano. Mais c'est vraiment loin de pouvoir couvrir tous les besoins, parce que c'est juste une partie. On aurait voulu avoir des ressources nécessaires pour pouvoir soutenir tous nos malades qui sont dans les hôpitaux spécialisés ou qui ont des cas les plus compliqués. Donc vous attendez encore des partenaires. S'il y a des bonnes volontés... Il y a une précision à faire. Oui. Le partenaire, l'OMS et la NESVAD, c'est vraiment du point de vue médical et technique. Du point de vue psychosocial, c'est seulement la Fondation Raoul Folero qui, depuis effectivement l'année 2020, nous aide à faire ces 4 missions dont j'en ai parlé. Donc, qui donne au moins les moyens pour se déplacer. Et fort heureusement, depuis le mois de mai de cette année, qui a décidé de nous aider à soutenir 10 patients sur les 40 qu'on a en permanence hospitalisés dans au moins 2 centres. Sinon, il y en a plusieurs, mais les 2 centres les plus défavorisés, Tabo et Djekano, donc sur les 40 qu'on a en permanence, c'est seulement 10
à qui on peut apporter un soutien nutritionnel. Wow. Donc au niveau des partenaires, voilà de façon concrète ce qu'on a donc. Beaucoup de choses. Donc là, vous attendez encore des partenaires, vous attendez même des personnes de bonne volonté. Toute personne pourra nous aider. De bonne volonté. D'accord. Pour le bonheur donc de ces patients souffrant de l'ulcère de Burili. Alors, vous qui êtes le responsable de la prise en charge au niveau du programme, est-ce que là, on va pas vous demander si cet apport, cet accompagnement psychosocial a réjailli, ou du moins n'a pas réjailli sur la vie des patients, sur le bien-être des patients, Dr Kofi? Ça a beaucoup réjailli. Je dirais même que ça a permis, par exemple, à l'hôpital de Tabo, bien avant que la sœur, depuis mai, ne puisse contribuer à apporter de quoi manger. Déjà, je vous disais que je suis du centre suisse. On avait déjà des études là-bas qui ont permis de comprendre que l'alimentation qu'on leur donne, qui fait partie des coûts indirects en fait. Nous, on supporte les coûts directs, médicaments, les soins de plaies, la chirurgie, mais au-delà de ça, il y a des coûts indirects. Comment le patient se nourrit? Comment son accompagnant se nourrit? Comment sa famille est restée en communauté, chez lui au village, se nourrit? Et puis les pertes à gagner parce que lui ne va plus au champ, celui qui l'accompagne ne va plus au champ. Donc il y a tout un lot de coûts indirects autour. On a essayé d'évaluer tous ces coûts indirects et en y apportant ne serait-ce qu'une solution partielle, on a pu fidéliser les malades. Quand on partait, les malades refusaient l'hospitalisation. Ça dure trop longtemps, c'est trop coûteux pour eux. Et quand on a essayé de couvrir l'alimentation, permet à certains de pouvoir faire des examens en dehors des lésions pour la plaie, mais la fréquentation a grimpé. Depuis 2019, c'est le centre le plus endémique en Côte d'Ivoire parce que les patients ne vont qu'à courir parce qu'ils savent que... Parce que ça a allégé un peu la charge. C'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment un volet, un pan assez essentiel. Sans ce pan, malgré tous nos médicaments, malgré notre expertise en soins, ils ne viendront pas. Donc c'est vraiment un volet important pour lequel il faut qu'on s'y penche, il faut qu'on essaie d'apporter des solutions concrètes et réelles que sentent les malades. Ce n'est pas une vie de l'esprit, ce n'est pas du discours, c'est de la réalité qu'ils vivent. Il faut pouvoir les soutenir, il faut pouvoir les aider dans ce sens-là. D'accord. Alors, ça se présente comme des défis à relever. Si. D'accord. Si. Donc, comment est-ce que vous, en tant que responsable de la prise en charge, comment vous pensez qu'on peut effectivement relever ces défis, permettre à tous ces malades, Mme Tano a parlé de 40 malades les plus défavorisés dans ces deux centres, Djekano et Yamoussoukro, c'est ça? Tabo. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de prendre en charge tous ces malades et même l'étendre à l'ensemble des malades, Dr Kofi? Je dirais que ça passe par la mobilisation des ressources locales. On a des partenaires, comme on a cité, mais c'est des ressources qui viennent de l'extérieur. Mais il nous appartient à nous de mobiliser des ressources locales. Les fondations locales, les personnes de bonne volonté, toute personne pouvant contribuer ne serait-ce qu'à donner ne serait-ce qu'un kilo de riz à un patient pour l'année. C'est important. Donc par là, la mobilisation sociale fait de la visibilité pour que ce problème ne soit pas caché. Et je dirais que c'est une souffrance cachée pour les malades. On n'a pas l'impression que ça pèse sur eux. L'État fait ce qu'il peut. L'État fait beaucoup d'ailleurs, en mettant à notre disposition les ressources qu'il faut, en nous payant, nous, médecins, à prendre en charge ces malades. Mais ce volet-là doit être soutenu. Les fondations qui sont ici, je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir à indexer ou à interpeller certains. Bien sûr. Sinon, il y a beaucoup de fondations. Mais toutes les fondations. Oui. Qui œuvrent donc dans, comme on appelle ça déjà, dans le social. C'est ça. Voilà. On fait beaucoup de, le buzz pour des choses qui ne valent pas la peine. Pourtant, les vrais problèmes du pays sont là. On a essayé, tant bien que mal, de toucher beaucoup de structures, mais très peu réagissent. Parce que tant qu'on ne voit pas la souffrance humaine au travers de cette pathologie qui vraiment avilit, qui détruit l'avenir de nos enfants, plus de 70% des malades sont des enfants de moins de 15 ans. Wow. Vous imaginez cette frange de la population qui est en état d'apprentissage, qui ne peut pas apprendre et qui est cloîtrée à souffrir dans nos centres de prise en charge. Demain, ils deviennent quoi? Il faut pouvoir anticiper. Dans la planification, pour pouvoir réfléchir comment aider à régler ce problème. Madame Tano, Merci, vous attendez donc ces personnes de bonne volonté, le citoyen lambda.
Comme Dr Kofi l'a dit, celui qui a 1 kilo de riz, un morceau de savon, un litre d'huile. Alors, il vous trouve où? Il vous envoie où? Au programme national de lutte contre l'ulcère du Buruli situé à Faya. C'est difficile de se déplacer aujourd'hui, donc on a des contacts téléphoniques, vous pouvez appeler ou bien faire des dépôts, tout dépend de vous. Donc on a 2 numéros qu'on peut vous communiquer, c'est possible. On a le 07 47 74 81 32. Le secrétariat du programme. Donc vous pouvez appeler pour avoir toutes les informations que vous voulez. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous voulez faire, vous ne pouvez pas aller faire les achats, que vous voulez déposer de l'argent, c'est-à-dire un patient, c'est entre 45 et 60 000 par mois, disons 1 500 à 2 000 francs par jour. Donc si vous voulez dire, bon, au moins dans le mois, je donne 2 000 francs, vous avez bien un numéro sur lequel vous pouvez le déposer. C'est le 07 90, pardon, 2 fois 07 90 00 69. D'accord. Ou alors, bienvenue. Ou alors se rendre dans les différents centres de prise en charge. Dans les différents centres de prise en charge. Les envoyer directement. Vous pouvez les envoyer directement. Allez-vous nous prévenez. Même si vous ne prévenez pas quand vous arrivez dans les centres, et vous serez toujours les bienvenus. Et je tiens effectivement à dire merci à la Fondation Raoul Folero pour tout ce qu'elle fait. Et puis pour ce que nous faisons à Noël, c'est vraiment des personnes de bonne volonté. Il ne faut pas les oublier. Il y a des gens qui le font. Je souhaite qu'il y ait encore plus de personnes. En Côte d'Ivoire, nous avons les moyens. Il y a des personnes, je sais, qui peuvent le faire. Laissez-vous toucher. Vous ne regretterez pas. Ça va directement à ces patients qui ont besoin de vous. Faites parler vos cœurs. Ces malades de l'ulcère de Buruli ont besoin de nous pour mieux se porter. Docteur Kofi l'a dit, des enfants qui ont besoin donc d'aller à l'école. Il faut donc leur venir en aide. Faites parler vos cœurs. Merci encore à vous. Madame Tano Akwa Jean-Jérôme, je rappelle que vous êtes assistante sociale au programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli de Côte d'Ivoire. Et à vous, docteur Kofi Yao Didier, vous êtes médecin de santé publique, option politique nutritionnelle, expert pour l'Organisation mondiale de la santé pour les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée et également le responsable de la prise en charge des malades au programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à tous les deux. Merci pour toutes ces informations et on se dit à très très bientôt pour continuer la lutte. Merci. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Hebdo Santé qui s'achève maintenant. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.